un sujet très important qui est la rééducation en cas de prothèse totale du genou. Et demain, Inch'Allah, on verra la rééducation du pied-bout, varus équin. Donc, c'est une thématique très intéressante. Je suis obligé un peu de m'éloigner. Nous aurons demain avec nous M. Khaddam Allah Ibrahim, qui va nous parler de la rééducation du pied-bout. Et la semaine prochaine, nous aurons des surprises de très belles thématiques qui seront à l'affiche. Donc, nous avons déjà réalisé un sondage. Apparemment, la majorité s'intéresse au sujet qu'on propose. Et nous sommes en cours de contacter d'autres intervenants nationaux et internationaux pour pouvoir assurer cette période avec la même cadence, avec des thématiques très intéressantes. Là, je pense que là, voilà, comme je l'ai précisé, aujourd'hui, nous aurons avec nous M. Hamza Ben Taïb, qui est jeune kinésithérapeute et qui est lauréat de la première promotion de thérapie manuelle. C'est une formation qu'on assure. Et actuellement, il fait enseignant assistant avec l'équipe qui veille à la formation en thérapie manuelle et qui assure plusieurs modules avec, bien sûr, l'enseignant principal. Bonsoir, c'est Hamza. On n'arrive pas à te voir, mais je t'écoute quand même, on t'entend. Donc, de ma part, je vous vois pas, mais voilà, je vous entends. Donc, d'accord, c'est parfait. D'accord, on peut commencer. Peut-être il faut juste activer le caméra. C'est activé. C'est activé. Ah ben, c'est pas grave. Juste que alors, la vidéo est bloquée. C'est pour ça. D'accord. D'accord. Alors, laisse-moi juste le temps pour vous présenter pour l'audience. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est un sujet très intéressant. On reçoit dans les cabinets plusieurs patients à la suite d'une prothèse totale du genou. Et ce sont généralement des patients difficiles à gérer en termes de rééducation. D'où l'intérêt de ce sujet et que M. Hamza Ben Taïb, du moment qu'il travaille avec les patients qui présentent des prothèses totales du genou de manière presque continue. Donc, il a eu la gentillesse d'accepter notre demande pour partager son expérience avec nous en termes de rééducation. C'est avec plaisir. Et je représente... C'est avec plaisir. Merci, Hamza. J'espère que... Alors, j'aimerais bien placer juste un mot. Je rappelle Hamza. Oui, j'espère que tout le monde m'écoute. Ceux qui voient la... oui, personnellement, est-ce que vous entendez M. Hamza? Oui. En fait, tout le monde dit oui. Très bien. Donc, oui, on commence. Voilà. Voilà. Donc, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde est bien confiné, tout le monde est bien. Je m'excuse d'avoir reporté ma présentation due à des raisons personnelles. Donc, avec le vieillissement de la population, l'arthroplastie des articulations des membres inférieurs, notamment la hanche et le genou, devient de plus en plus fréquent. Donc, qui dit vieillissement de l'articulation, dit usure des surfaces articulaires, dit douleur lors de la mise en charge sur l'articulation. Voilà, c'est le problème arthrosique. Donc, les prothèses totales du genou s'adressent généralement au genou douloureux au premier lieu, usé et désaxé. Donc, selon la Haute Autorité de Santé, depuis 2008, en France, plus de 40 000 nouvelles prothèses sont posées chaque année. Aussi au Maroc, aussi le nombre de nouvelles prothèses augmente d'une année à l'autre. Donc, la prothèse totale du genou, vous m'entendez, Sioun? Oui, je vous écoute parfaitement. Donc, la prothèse totale du genou est constituée de 4 pièces. Alors, la pièce ou implant rotulien, implant fémoral, implant tibial et une pièce intermédiaire plastiforme qui permet le bon coulissement de la prothèse, qui contient une matière qui s'appelle la polyéthylène. C'est une matière presque en plastique. Donc, avant de prendre en charge une prothèse totale du genou, en tant que kiné, je dois savoir 4 choses sur l'intervention de la prothèse. Alors, la première, c'est la date de l'intervention. Pourquoi?
pour savoir est-ce que le patient est en retard dans sa récupération ou dans sa rééducation. La deuxième chose, c'est la cause de l'intervention. Est-ce que la cause de l'intervention due à une arthrose avancée ou, par exemple, en cas d'une fracture communitive au niveau de l'articulation du genou. Troisième chose, c'est le type de la prothèse. Est-ce que c'est une prothèse initiale? Est-ce que c'est une prothèse unicompartimentale? Ou est-ce que c'est une prothèse, c'est une reprise de prothèse? La différence entre la prothèse totale du genou initiale et la reprise, c'est que les chirurgiens utilisent une prothèse en charnière. Ça veut dire que la différence entre prothèse charnière et la prothèse totale du genou initial, c'est donc les différents. Effectivement, oui. Il faut savoir le type de la prothèse. Donc, ce que je dois savoir en tant que kiné, c'est quel type de prothèse. Est-ce que c'est une prothèse unicompartimentale? Est-ce que c'est une prothèse totale du genou initial? Ou est-ce que c'est une reprise de prothèse? La différence entre la reprise de prothèse et la prothèse initiale, c'est que le chirurgien utilise une prothèse charnière et que ces implants ont des longues tiges. Pourquoi les longues tiges? Pour la bien fixer dans l'articulation. C'est bon? Vous m'entendez? Oui. Oui, oui. Très bien. La quatrième chose, c'est de connaître les caractéristiques de la prothèse. Par exemple, est-ce que le chirurgien a sectionné les ligaments croisés? Est-ce que le chirurgien a sectionné les ligaments collatéraux? Est-ce qu'il a sectionné les ailerons rotuliens? Voilà. Ce sont les caractéristiques de la prothèse qu'on doit connaître dans le compte rendu opératoire. Donc, ce que je dois connaître, c'est la date de l'intervention. C'est nécessaire pour savoir est-ce que le patient est en retard dans sa récupération ou pas. La cause de l'intervention, est-ce que c'est une mise en place de la prothèse due à une arthrose avancée ou par exemple à une fracture communitive au niveau de l'articulation du genou? Le type de la prothèse, est-ce que c'est une prothèse unicompartimentale? Est-ce que c'est une reprise de prothèse? Est-ce que c'est une prothèse est-ce que c'est une première prothèse que le patient s'est bénéficié? D'accord. Les caractéristiques de la prothèse. Est-ce que le chirurgien a sectionné les ligaments croisés, les ligaments collatéraux ou pas? Est-ce qu'il a sectionné aussi les ailerons rotuliens ou pas? Donc tout ça va nous guider à bien adapter notre prise en charge kiné. D'accord. En attente des questions, vous pouvez continuer. D'accord. Donc, en fait, il y a 3 phases de rééducation de la prise en charge kiné chez les patients qui vont se bénéficier de la prothèse totale du genou. Il y a la phase préopératoire. Et voilà, c'est rare qu'on prenne en charge des patients avant l'opération. Parfois, le médecin prescrit des séances de rééducation avant l'opération pour le préparer, pour qu'il y ait un premier contact avec le patient, qu'il soit psychiquement relâché avant l'intervention. Il y a la phase aiguë. La phase aiguë, c'est dans laquelle le patient passe une petite période. Voilà. Donc, alors, vous étiez en train de parler de cette période après la chirurgie. Donc, les patients, ils sont obligés de passer un moment à l'hôpital. Oui, effectivement. Donc, et la troisième phase, c'est la phase secondaire de la rééducation. Et chaque phase ces trois phases de rééducation, chaque phase a ses objectifs. Voilà. Il y a des objectifs qui sont répétés dans les autres phases. Et il y a les autres objectifs qui sont convenables à chaque phase de rééducation. Donc, ce qu'on doit savoir, c'est qu'il n'y a pas de recette à propos de la prise en charge kiné des PTG. Il faut se baser sur 3 chemins pour bien adapter notre prise en charge. Donc, les 3 axes, c'est le profil du patient d'abord. On doit savoir le profil du patient. Deuxièmement, le bilan kiné qui va nous conduire à bien élaborer notre
prise en charge. Et le troisième axe, c'est le projet du patient. Voilà, les attentes du patient à propos de la prise en charge kiné, après la mise en place de la prothèse. D'accord. Donc, voilà, chaque phase a ses propres objectifs. Et ce qu'on doit savoir, c'est qu'il n'y a pas de recette en ce qui concerne la prise en charge kiné des prothèses. Sauf qu'on doit se baser sur 3 axes pour élaborer un protocole adapté à chaque patient. D'accord? Donc, le premier axe, c'est le profil du patient. On doit connaître le profil du patient. Voilà, en ce qui concerne l'observation psychologique du patient, de ses attentes à propos de la rééducation post-chirurgicale. Deuxièmement, c'est le bilan kiné qui va nous aider à élaborer un plan de traitement adapté à chaque patient. Et la troisième chose, c'est le projet du patient. D'accord? Oui, oui. Alors, en fait, et là, je vais plus ou moins avancer dans la discussion. Par rapport, il y a une question qui vous demande quels sont les bilans à faire. Oui, d'accord. Donc, je vais entamer la partie bilan. Tout d'abord, je vais essayer de partager du bilan kiné qu'on doit le faire en cas de prise en charge de la prothèse totale du genou. Et je vais essayer de le partager dans le story de l'AMPM, d'accord? C'est une fiche qui est très simple, réalisée, il faut juste cocher, d'accord? Donc, le bilan concerne 7 axes, 7 parties, en fait. La première partie, c'est l'évaluation de la douleur. Elle est très importante. Donc, avec l'échelle visuelle analogique, on essaie d'évaluer la douleur au repos, à la marche, à la montée et à la descente des escaliers, et on essaie de la localiser. Est-ce que la douleur est à la face médiale du genou, à la face latérale, à la face antérieure, à la face postérieure? C'est le feedback du patient qui va nous aider. Ensuite, c'est bon, M. Younous, je passe? Oui. Donc, la deuxième partie, c'est d'évaluer la trophicité. Donc, après la chirurgie, il y aura probablement, en général, 3 types d'œdème. Le premier œdème, c'est l'idarthrose, c'est l'œdème articulaire, post-chirurgical. Voilà, on essaie de l'évaluer par les mesures du périmètre péripatellaire. Voilà, et ce sera des mesures comparatives par rapport à autres genoux pour savoir la différence. Le deuxième type d'œdème, c'est lymphœdème. Bien sûr qu'on va l'évaluer avec le signe de Stemmer. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Si le signe de Stemmer est négatif, on peut considérer l'œdème du membre inférieur où il y a la prothèse comme un œdème dû à un mauvais retour veineux. D'accord? Et chaque type d'œdème a sa prise en charge. D'accord? Donc, la troisième partie concerne la mobilité articulaire. Dans cette partie, on va essayer de mesurer la flexion active du patient, voilà, ce sera la principale amplitude à gagner chez les patients qui sont bénéficiaires de la prothèse. Ensuite, on passe à la mesure du fléchon, s'il y a un fléchon qui existe. Donc, la quatrième partie, c'est l'évaluation de la force musculaire, principalement l'évaluation de la force du quadriceps et de la comparer si le patient arrive à contracter son quadriceps ou pas, s'il arrive, on essaie d'évaluer l'appareil extenseur du genou. Principalement le quadriceps. D'accord? Ensuite, on cherche s'il y a, on évalue la force des muscles releveurs du pied. Pourquoi? Pour suspecter si, par exemple, il y a une paralysie du nerf sciatique poplitée externe qui est due à post-chirurgie.
C'est Younes, vous... Là, on vous a... Oui, voulez-vous répéter les trois parties du bilan parce il y a des participants qui le demandent. D'accord. Donc, la première partie, c'est l'évaluation de la douleur. Avec l'échelle visuelle analogique, voilà, on note sur 10 la sensation du patient, de la douleur pendant le repos, pendant la marche, pendant la montée et la descente des escaliers. D'accord? Ensuite, on essaie de localiser la douleur parce que ça va nous intéresser au moment de la prise en charge, la localisation de la douleur. Est-ce que la douleur est localisée dans la face médiale ou latérale du genou? Est-ce qu'elle est localisée dans la face antérieure et postérieure du genou? D'accord? Ensuite, on passe au bilan de la trophicité. Il y aura trois types d'œdèmes probables qu'on peut les voir après l'intervention chirurgicale. Principalement l'hydarthrose, l'œdème articulaire du genou. Ensuite, lymphœdème, qu'on peut le tester avec le signe de Stemmer. Sinon, s'il est positif, on considère comme quoi l'œdème du membre inférieur est dû à un mauvais retour veineux. C'est bon? Oui. Et on mesure les œdèmes avec le périmètre. On utilise le mètre ruban pour mesurer le périmètre. Soit péripatellaire, soit on se repère avec des repères identiques au genou, comme la base de la rotule ou le sommet de la rotule. Oui. Troisième partie, c'est la mobilité du genou. Donc, après l'opération, il n'y aura pas possible que le patient qu'il fait l'extension. C'est Younes, vous m'entendez? Oui, parfaitement. On était à l'évaluation de la mobilité articulaire. Oui. Donc, après la mise en place de la prothèse, il y aura probablement un fléchissement du genou. Donc, on évalue d'abord la flexion du genou active. Et puis, on évalue aussi le fléchissement s'il existe. D'accord? Oui. Donc, ensuite, on passe à la quatrième partie. C'est l'évaluation de la force musculaire. On évalue d'abord le quadriceps à titre qualitatif. On cherche est-ce que le patient arrive à contracter son quadriceps ou pas. Si on peut le mesurer en quantitatif, on évalue le quadriceps en position assise et on le compare avec l'autre quadriceps. Ensuite, on peut aussi, on évalue principalement le quadriceps. Et ensuite, on peut passer à évaluer les muscles releveurs du pied. Pourquoi? Pour suspecter s'il y a une paralysie du nerf sciatique poplitaire externe. Causée par l'opération, par la chirurgie. D'accord? Ensuite, on passe à la cinquième partie. C'est l'évaluation de la marche. S'il y a une présence d'inflexion, il y aura probablement une boiterie qui va gêner le patient. D'accord. On cherche s'il y a une asymétrie des longueurs des pas du patient. Et on cherche aussi est-ce que le patient arrive à bien dérouler son pied au sol. Est-ce qu'il fait le talon au sol bien? Oui. Maintenant, je vous écoute. Très bien. Moi, je ne sais pas pourquoi mon téléphone coupe d'une minute à l'autre. Ce que je peux dire, c'est je m'excuse. Pas ni hania. De toute façon, ce n'est pas la faute d'Yel qu'à la faute de la connexion. Donc, alors, on était à... Est-ce que vous avez terminé la partie bilan? J'ai deux autres parties, deux dernières parties. Encore. Donc, la marche, on évalue l'autonomie, le transfert. Voilà, la sixième partie, c'est l'évaluation de l'autonomie du patient, l'évaluation de son transfert. D'accord?
Oui. La septième partie, voilà, ça n'existe pas dans la fiche bilan que je vais la partager dans le story de l'association, mais c'est très important. C'est l'observation psychologique du patient. Voilà, on voit le profil du patient. Est-ce que c'est un patient qui a une crainte? Est-ce il a une anxiété? Est-ce qu'il a une dépression? Ou par contre, il est coopérant et attentif de sa rééducation? D'accord? D'accord. Oui. On passe à la rééducation, d'accord? Non, mais avant, j'ai des questions sur les bilans. En fait, pas mal de personnes se sont demandées sur la manière d'évaluer le quadriceps. Est-ce que vous pouvez réexpliquer et donner plus d'explications sur le quadriceps, comment l'évaluer? Pour l'évaluation du quadriceps à titre qualitatif, on cherche seulement est-ce que le patient arrive à contracter son quadriceps? Est-ce qu'il arrive à verrouiller son genou? À titre quantitatif, comme ce qu'il est recommandé par l'évaluation, par le testing musculaire de Daniel et Wortingham, on met le patient en position assise et on demande l'extension du genou. D'accord? D'accord. Alors, en fait, j'ai d'autres questions qui se demandent par rapport à est-ce que c'est fréquent normalement d'avoir des paralysies du sciatique poplité externe? Est-ce que vous en avez déjà vu des patients qui arrivent avec ça après un acte chirurgical? Personnellement, voilà, j'ai jamais vu une prothèse un patient qui souffre d'une paralysie d'une aire sciatique poplité externe après la mise en place de la prothèse. Mais j'ai entendu des collègues, voilà, qu'on a essayé d'ouvrir un débat à propos de ce type de paralysie. C'est pour ça. Alors, c'est pas ma propre expérience, mais l'expérience des autres collègues. Alors, j'ai une autre question, toujours par rapport au bilan et l'évaluation des patients. Est-ce que parfois, il y a des hémiplégiques qui font des chutes et parfois ils font des prothèses? Comment ça marche chez eux? Déjà, ils ont un déséquilibre musculaire des deux côtés. Et puis, comment évaluer spécifiquement des sujets hémiplégiques? Déjà, ils ont une difficulté de marche, un problème de contrôle moteur. Et en plus de la prothèse, est-ce que c'est un peu différent dans l'évaluation et différent dans la rééducation? Personnellement, j'ai jamais travaillé avec des hémiplégiques qui ont porté une prothèse ou qui ont bénéficié d'une prothèse totale du genou. Mais ça va être, bien sûr que le bilan, ça va être limité par rapport aux gens normaux. D'accord. Et une dernière question, est-ce qu'on peut voir des inégalités de membres à la suite d'une PPG? Oui, effectivement. C'est dû à la désaxation du genou avant l'opération. C'est pour ça. Voilà, on voit, en général, on voit une légère inégalité qui peut se disparaître après la mise en place du genou opposé, de la prothèse du genou opposé. Inégalité, j'ai remarqué ça avec les patients. L'inégalité se disparaît après la mise en place de la prothèse de l'autre genou. D'accord. Alors, vous pouvez continuer la rééducation. Donc, on a parlé de la douleur. À propos de la prise en charge de la douleur, il existe plusieurs méthodes. Alors, les principaux, c'est l'électrothérapie antalgique. On a dit dans le bilan qu'on doit localiser la douleur. La zone de la douleur au niveau du genou. Pourquoi? Pour essayer de positionner les électrodes dans ces zones. Et bien sûr, on évite la cicatrice. Pour ces coupures, on vous demande vraiment, désolé, nous sommes désolés pour ça.
C'est Younes? Oui, oui, je vous écoute. Donc, la gestion de la douleur. Donc, j'ai dit Oui. qu'il se fait avec l'électrothérapie antalgique. C'est pour ça on essaie de localiser au début la zone où il y a la douleur. Pourquoi? Pour positionner sur ces zones-là les électrodes. Et le courant utilisé, c'est un courant de basse fréquence, basse intensité, qui est un courant de gate control pour diminuer la douleur parce que c'est une douleur localisée. D'accord. Ensuite, on peut utiliser la cryothérapie plusieurs fois, entre 15 à 20 minutes. Ça aide à la lutte contre la douleur. Donc, en tant que thérapeute manuel aussi, j'utilise aussi les techniques harmoniques de Lederman. C'est une technique qui lutte contre la douleur et contre l'œdème articulaire. Donc, voilà, c'est une technique manuelle qui a deux objectifs à la fois, de diminuer la douleur et diminuer l'œdème articulaire. Alors, il y a juste un petit débat. Je pense que l'électrothérapie a tellement changé. Là, on parle du courant bidirectionnel et que certains collègues disent que c'est contre-indiqué. Du moment, peut-être, ils pensent qu'il y a une prothèse. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Oui, le courant bidirectionnel ne provoque pas de brûlure. Donc, c'est pour ça qu'on peut l'utiliser. Ça, voilà, ça. Et n'augmente pas, en fait? Comment? Par rapport à la prothèse, ça n'augmente pas la température, donc il n'y a pas de problème par rapport à la prothèse. En général, le courant bidirectionnel ne provoque jamais de brûlure. C'est le courant unidirectionnel qui provoque les brûlures. Alors voilà. Donc, bien sûr, dans nos cabinets, on a l'appareil de la tachythérapie aussi, il est indiqué et ça donne des résultats. Alors, il y a des personnes qui se demandent, même si je suis un peu en avant par rapport à votre exposé, la question de l'appui total et partiel. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose? Bon, ça dépend aux chirurgiens. Il y a des chirurgiens qui imposent l'appui total, il y a des chirurgiens qui imposent l'appui partiel. Mais voilà, en général, la prothèse totale du genou initiale, voilà, le médecin autorise l'appui total. C'est pourquoi on doit coordonner avec le chirurgien quand il y a une reprise de prothèse, parce que c'est fragile. C'est voilà, le patient a tout faire d'un décèlement de la prothèse. C'est pour ça qu'il est évident de coordonner avec le chirurgien après la reprise de la prothèse. D'accord. Et par rapport aux ultrasons, est-ce que vous utilisez et qu'est-ce que vous pensez? Personnellement, je n'utilise pas les ultrasons parce que ça donne pas des résultats. Voilà. Ce qui est dit dans la littérature. Et aussi, même l'électrothérapie antalgique, après l'intervention directement, on ne peut pas l'utiliser. On utilise l'électrothérapie quand il y a l'ablation des points de suture ou des agrafes après J plus 15 ou J plus 17. Post-opératoire. Donc, merci pour cet éclaircissement. Est-ce que vous pouvez nous en dire encore sur le programme de rééducation? Oui, donc on passe à la trophicité. Donc, j'ai cité tout à l'heure 3 types d'œdème. Alors, chaque œdème a ses techniques identiques à lui. Donc, pour l'œdème articulaire, on continue toujours à utiliser la cryothérapie, même on conseille le patient à mettre la cryo chez lui, à la maison, ou au cabinet, plusieurs fois par jour, entre 15 à 20 minutes. Aussi pour l'œdème articulaire, comme j'ai dit tout à l'heure, l'utilisation des techniques harmoniques manuelles, en thérapie manuelle, ça donne aussi des résultats en ce qui concerne l'absorption de l'œdème articulaire. À propos du lymphœdème, comme voilà, vous êtes expert en drainage lymphatique manuel, on utilise le drainage lymphatique manuel. Oui. Et par rapport au manchon, bandage? Oui, bon, on utilise le drainage lymphatique manuel. Ensuite, on peut aussi utiliser l'appareil de la pressothérapie
pour diminuer l'œdème du membre, pas l'œdème articulaire, mais l'œdème de tout le membre. Aussi le bandage. Donc, on utilise pour que ce soit lymphœdème ou la présence des ecchymoses au niveau du membre, on peut utiliser le bandage de K-tape, le montage en éventail. Ça donne des bons résultats en ce qui concerne la disparition des ecchymoses, la diminution du lymphœdème. D'accord. Il y a une question, vous avez tout à l'heure parlé de la TECAR. Il y a une question qui vous demande, est-ce que c'est de la TECAR capacitive ou bien résistive? C'est Younes? Oui, on vous écoute. Il y a une question que j'étais en train de poser. La TECAR thérapie, est-ce que c'est capacitive ou bien résistive? Personnellement, voilà, je ne possède pas l'appareil de la TECAR pour répondre à cette question. Voilà, il y a mon collègue dans le cabinet où je pratique. Voilà, je l'ai vu pratiquer l'appareil de la TECAR. J'ai demandé à une dame qui travaille dans la société, voilà, d'une marque de la TECAR, de la marque de l'appareil de TECAR thérapie. Il m'a dit comme quoi il n'y a pas de contre-indication et ça donne de bons résultats. C'est pour ça que j'ai dit cette information. J'ai essayé de la partager. Mais voilà. D'accord, marhaba. Mais là, on va demander également l'audience s'ils ont des informations par rapport à PTG et quel type de TECAR thérapie, de nous en dire davantage. Madame Iman Ammar, il nous dit qu'il faut utiliser les deux, la capacitive et la résistive. Voilà, merci. Alors, merci Madame Iman. Est-ce que vous pouvez nous dire davantage sur la rééducation? Oui, donc on était à la prise en charge de l'œdème articulaire, du lymphœdème. Donc, s'il n'y a pas de lymphœdème, il y a juste un œdème généralisé dans le membre inférieur, on utilise le massage qui permet d'améliorer le retour veineux ou la position d'équilibre la position d'équilibre du membre inférieur à 40 degrés par rapport au tronc. D'accord, merci. Donc, alors, j'ai eu pas mal de clarifications. Sur la TECAR thérapie, j'aimerais partager ça en audience. En fait, tout le monde est unanime sur le fait d'utiliser les deux. Par rapport à l'œdème, je pense que Mademoiselle Ouided, il nous a parlé plutôt de capacitive. Il y a une autre explication qui a parlé du capacitif dans le musculaire et la résistive dans le tendineux. Donc voilà, j'essaie un peu de partager ces avis. Et maintenant, on revient à notre discussion. Donc, on a terminé par la prise en charge des œdèmes post-opératoires. On passe au massage cicatriciel. Donc, au début, la cicatrice, on sait tous que la cicatrice est sous le pansement. Oui, on vous écoute. Donc, en ce qui concerne le massage cicatriciel, on ne peut pas le commencer dès le premier jour en post-opératoire. On doit attendre jusqu'à le 15e jour, jusqu'à le 17e jour, après l'ablation des points de suture. Et comme ça, le médecin, le chirurgien va enlever le pansement. D'accord. Dans ce cas-là, on peut commencer le massage cicatriciel. Et bien sûr, à ce temps-là, la cicatrice va être bien refermée et non inflammatoire. On peut bien sûr manipuler la peau, soit manuellement, soit on peut utiliser les techniques de crochetage. Ensuite, la récupération des amplitudes articulaires. On sait tous... En fait, ça pose énormément de problèmes. J'aimerais juste la relier avec une question ou bien un apport. Il y a un participant qui a parlé de l'usage de la cryo et le gain d'amplitude articulaire. En même temps? Non, cela veut dire en fin de séance. Comment? J'ai pas bien compris la question. En fin de séance, on utilise l'électro pour diminuer un peu l'impact de la mobilisation qu'on fait sur le patient. Oui, comme j'ai dit au début, il n'y a pas de recette. Oui, si la récupération
si le travail durant la séance a provoqué des douleurs, oui, on peut terminer la séance par l'utilisation de la cryo, l'utilisation de l'électrothérapie antalgique. Même on peut conseiller si, voilà, si le patient a oublié de prendre son antalgique, par exemple le Codoliprane, on peut lui conseiller à le prendre après la séance. Ou même avant la séance, avant de commencer la séance de 30 minutes, il peut prendre un comprimé d'antalgique. Oui, c'est parfait. Voilà. Et voilà, vous pouvez continuer sur le gain d'amplitude. Des amplitudes articulaires. Bon, avant de commencer sur la récupération de la flexion de l'articulation fémoro-tibiale, on passe toujours à mobiliser l'articulation fémoro-patellaire. Sauf, voilà, on peut la mobiliser longitudinalement, soit en abaissant la rotule pour gagner la flexion, soit on fait l'élévation de la rotule pour gagner l'extension. Mais la mobilisation transversale doit être voilà, avec prudence, car le chirurgien peut sectionner les ailerons et là, on ne peut pas aller aux extrêmes de ces mouvements. D'accord. En fait, c'était, désolé de vous interrompre à chaque fois, c'était une question tout à l'heure, un participant qui a demandé est-ce que la section ligamentaire et des ailerons aurait un impact sur la rééducation. Effectivement, là, vous l'avez montré que si on sait quelles sont les structures qui sont préservées, on peut savoir quels gestes à faire et à ne pas faire. Allô, c'est Younes? Oui, c'est on vous entend. Vous étiez en train de Donc, on était à la mobilisation. Voilà. C'était quoi la question d'abord? En fait, vous avez répondu à une question déjà a été posée. À propos de la section des soit les ligaments croisés, soit les ailerons rotuliens. Oui, et quel est l'impact de ça par rapport à la rééducation? Donc, on doit faire attention, surtout en mobilisant manuellement l'articulation du genou, de ne pas aller aux mouvements extrêmes. Parce que là, déjà après la mise en place de la prothèse, déjà la physiologie articulaire va changer. D'accord. Et bien sûr, il y aura une souffrance s'il y a une section des ligaments croisés et la section des ligaments collatéraux, il y a une souffrance au niveau de la proprioception du genou. Oui. C'est pour ça qu'on doit faire attention et ne pas essayer d'aller au mouvement extrême du genou. C'est parfait. Donc ensuite, voilà, quand on mobilise l'articulation fémoro-patellaire, on passe à l'articulation fémoro-tibiale. Soit on la mobilise soit en triple flexion, soit manuellement, soit avec arthromoteur, soit avec soit on demande au patient de faire l'automobilisation, par exemple, soit en position assise, la jambe pendante et essayer d'aller chercher la flexion, soit avec l'utilisation du skate. Oui. Voilà, en ce qui concerne la récupération des amplitudes articulaires. J'aimerais juste vous poser une question. Je sais que vous travaillez souvent avec l'arthromoteur. Oui. Est-ce que vous considérez l'arthromoteur comme un outil ou bien une condition sine qua non pour bien gagner des amplitudes, ou bien seulement la mobilisation manuelle? En fait, je donne la priorité à la mobilisation manuelle. Et comme ça, quand je vais gagner une amplitude avec le patient, on peut passer à la mobilisation passive continue. Voilà, on peut dire le type de la mobilisation proposée par l'arthromoteur, c'est une mobilisation passive continue. On règle la vitesse, on règle l'amplitude à chercher et on laisse le patient s'automobilise. D'accord. D'accord? Voilà. Oui. Je passe. Oui, oui. Donc, ensuite, pour la lutte contre les flécemmes. Ça entre dans la récupération des amplitudes articulaires. La présence du fléchon va entraîner une surpression entre le fémur et le tibia.
qui peut provoquer des contraintes importantes au niveau de l'articulation. Et s'il y a des contraintes importantes au niveau de l'articulation, ça peut provoquer un risque d'usure précoce de la prothèse. Donc, on doit lutter contre le fléchon. D'une part, pour éviter ces contraintes, d'autre part, pour essayer d'améliorer la marche quand on va arriver à la partie de la rééducation de la marche. Donc, pour essayer d'abord de récupérer le fléchon, on doit essayer de relâcher les muscles qui ont provoqué ce fléchon, principalement les ischio-jambiers et aussi le triceps sural. Donc, on essaie d'inhiber ces tensions musculaires par les techniques de levée de tension musculaire, des étirements, passifs, du massage si besoin, du crochetage. On peut aller crocheter les ischio-jambiers pour essayer d'inhiber leur tension. Vous m'entendez, Sioun? Je continue. Et on vous entend. Aussi le travail excentrique des ischio-jambiers, et voilà, ça peut nous aider à diminuer le fléchon. Oui, c'est Hamza. Du moment qu'il y a ces coupures, il est on commence à vous voir. Ah bon? C'est un bon signe. Très bien. La tête d'Yelkoul, je ne sais pas, mais de toute façon, je ne sais pas. Alors, j'arrête le sujet. D'accord. Est-ce que vous pouvez résumer le reste de la rééducation et je vous pose les questions? Alors, je répète dès le début, la rééducation. Non, vous résumez le reste, c'est-à-dire après, vous n'avez pas encore. D'accord. Après la récupération, après la lutte contre le fléchon, on passe au renforcement musculaire. Le renforcement musculaire va être progressif avec peu de mise en charge. D'accord? Ensuite, on passe au travail du contrôle moteur, ça veut dire la proprioception. Au début, ça sera en décharge, puis en demi-charge, puis en charge. Au début, ce sera en bilatéral, en charge, et après en unilatéral, mais selon les capacités du patient. Après, et donc, votre référence, c'est la douleur. Comment? Votre référence, c'est-à-dire de passer d'une phase à une autre, est-ce que c'est la douleur ou bien la force ou bien... La douleur, la diminution de l'œdème, la récupération des amplitudes articulaires, voilà. Alors, je pense qu'on a beaucoup de questions qui ont été posées. D'accord. Sauf c'est juste des précisions. D'accord. Et il y a un participant qui vous demande précision par rapport aux amplitudes prioritaires dans les gains. Par quoi il faut commencer? Par la récupération de la flexion. Pourquoi? Parce que ça va aider le patient à maintenir sa position assise. Le gain de la flexion, ça va aider le patient à monter et à descendre l'escalier. Alors c'est évident de chercher la flexion comme le gain de la flexion est primordial aussi. Et en même temps. Et quelle est l'amplitude vraiment à atteindre? Le 11 degrés. Oui, on vous entend. Donc, par rapport aux amplitudes. Donc l'amplitude, le premier objectif, c'est d'atteindre 90 degrés la flexion. Parce que en position assise, le genou se met en angle droit. D'accord. Oui. Et donc, voilà, c'est un peu l'objectif. Il y a une question qui demande à quel moment on peut vraiment commencer le vélo. Est-ce que vraiment le vélo est quelque chose à conseiller? Oui, on peut commencer le vélo dès qu'on atteint 90 degrés de flexion. D'accord, donc c'est une question d'amplitude et non pas de timing. Oui, bien sûr, avec aussi en tout cas, si on arrive à atteindre 90 degrés, ça va être acceptable par le patient de commencer le vélo. Oui. Alors, il y a une question par rapport aux exercices de renforcement. Comment vous faites? Donc, au début,
on sait tous que la chirurgie va provoquer une sidération du muscle quadriceps. Donc, au début, on peut commencer par le travail de la contraction du quadriceps, par le débordement d'énergie. C'est pour ça que j'ai dit au début, dans le bilan, on doit chercher la force des releveurs. Parce que c'est avec ces muscles-là qu'on... C'est Younes? Allô, c'est Hamza. En fait, ça a coupé parce que le live a duré plus d'une heure et donc un live normalement ne peut pas durer plus. Et donc, est-ce que vous pouvez en 2-3 minutes résumer cette rééducation? Est-ce que vous avez d'autres idées à partager avec nous? Donc, vous avez tout à l'heure parlé à propos de la méthode de renforcement. Je continue à la... Oui, les méthodes de renforcement. Donc, au début, pour aider au réveil musculaire du quadriceps, soit avec l'électrothérapie, avec la stimulation par électrothérapie, soit par le travail par débordement d'énergie des muscles releveurs du pied. Ça peut au réveil musculaire du quadriceps. D'accord? Oui. Ensuite, on peut passer aux exercices, par exemple, comme l'écrase-coussin. On demande au patient, en écrasant le coussin, d'essayer d'aller chercher l'extension 0. Ça, c'est du travail en décharge. Mais l'essentiel, c'est voilà, de mettre le patient en charge parce que les articulations du genou sont des articulations porteuses du poids. Donc, c'est mieux de travailler le quadriceps dans des positions fonctionnelles. Alors, l'exercice, ça sera en charge. Le patient, il va se mettre en position debout devant l'espalier et on met une bande élastique derrière son creux poplité et comme ça, on cherche l'extension du genou à l'aide du paradoxe de Lombard. Ça veut dire qu'à l'aide des contractions statiques des ischio-jambiers et du triceps sural. D'accord? Oui. Voilà. Ensuite, on passe au travail du contrôle moteur. Au début, ça sera en décharge, puis en demi-charge et puis en charge. D'accord. Soit bilatéral, soit unilatéral. D'accord. Est-ce que unipodal. Oui. Merci. Est-ce que vous pouvez rajouter une dernière information avant de terminer le live? Donc, en fait, ce que je veux modifier, c'est que selon la Haute Autorité de Santé, il n'y a pas vraiment des gradations en ce qui concerne l'étude scientifique de la prise en charge des prothèses totales du genou. Mais il y a un accord professionnel qui signifie qu'il est pertinent. Que ces méthodes de rééducation sont pertinentes. D'accord. Peut-être une dernière question. Comment on travaille la proprioception si on sait que nous avons un genou prothétique? D'accord. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on commence par le travail de la proprioception en décharge. Par exemple, je prends un exemple d'un exercice. Le patient se met en position assise sur la table. On met un ballon de Klein. C'est Younes? Oui, brièvement sur la proprio. D'accord. On commence toujours la proprioception en cas de prothèse totale du genou par les exercices en décharge. L'exemple, la position assise du patient et on met le ballon de Klein sous la plante de pied. On essaie de déstabiliser, par exemple, le ballon de Klein et le patient doit fixer son genou. Le travail en demi-charge, ce sera l'inverse. C'est le patient qui va s'asseoir sur le ballon de Klein et on essaie de déstabiliser le ballon et le patient doit fixer son genou au sol. D'accord? La plante pied au sol et comme ça, il va stabiliser son genou, soit en bipodal, soit en unipodal, en demi-charge.
D'accord? Mhm. Ensuite, en charge, ça sera dans un plan mou et que le patient doit tenir voilà, son équilibre, soit en bipodal avec la déstabilisation du kiné, soit en unipodal. Si, voilà, en unipodal, ça sera le dernier niveau de la proprioception. D'accord, merci. On vous remercie infiniment, Si Hamza, pour le temps que vous nous avez donné. Et donc, on espère vous revoir bientôt, en bonne santé, Inch'Allah, après le confinement. Alors, je remercie. Je remercie. Ah, non, c'est pas votre faute, c'est la connexion. Oui. Je suis à tout le monde de ce problème, voilà. C'était du... Alors, je disais que on est vraiment désolé pour ces coupures Il n'y a pas de connexion. C'est moi qui dois s'excuser. On vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour parler du pied-beau, varus équin. Cette fois, nous aurons un kinésithérapeute qui travaille dans ce domaine depuis quelques années. Il s'agit de Brahim Khdamlah, qui est kiné, qui travaille dans le centre La Khadija à Tanger, notamment avec les enfants, les nourrissons. Donc, on se verra demain, Inch'Allah. Et merci pour votre patience. On s'excuse pour les coupures d'aujourd'hui. Espérons que l'état de la connexion serait bon demain, Inch'Allah.